Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc il nous reste maintenant à comprendre le champ magnétique du Soleil. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un champ magnétique et tout simplement, qu'est-ce qu'un champ? Alors, en physique, la notion de champ est très simple. C'est une grandeur physique quelconque qui prend une valeur en tout point de l'espace. Prenons deux exemples. La température dans une pièce, comme celle-ci. Vous aurez par exemple 18 degrés en un point ici, 18,1 en un autre point là, etc. En tout point, il y a une température donnée. Et l'ensemble de ces valeurs de la température forment le champ de température dans la pièce. C'est donc très simple. Si on prend une rivière, l'eau s'écoule de manière plus ou moins calme, plus ou moins turbulente. En chaque point de la surface de la rivière, l'on a un certain courant, donc une certaine vitesse de l'eau, avec donc une grandeur et une direction. Et ainsi, en chaque point, on a l'ensemble qui forme le champ de vitesse du courant. Évidemment, ça peut changer au cours du temps. En particulier, si l'écoulement de la rivière est turbulent, avec des mouvements plutôt chaotiques, ce champ de vitesse change en permanence. Le champ magnétique est analogue. C'est une grandeur qu'on appelle aussi parfois champ de force, parce qu'elle agit, elle exerce une force sur les charges électriques. C'est un champ qui prend une valeur en tout point. Ce champ est créé par les aimants ou par les particules, comme les électrons, les protons, etc., qui possèdent un moment magnétique et qui se portent donc comme un petit aimant. Et en tout point, le champ magnétique a, comme pour les vitesses, une grandeur et une direction. Alors pour donner un exemple, prenons un barreau aimanté avec un pôle nord et un pôle sud. On les représente souvent par des couleurs avec du rouge et du bleu sur les aimants. Et en chaque point, on a un champ avec une intensité et une direction. Et si on suit cette direction, ça permet de tracer une ligne appelée ligne de champ. Et ainsi, les lignes de champ magnétique forment des boucles qui sortent du pôle nord et rentrent au pôle sud. Et le champ magnétique a en chaque point une petite direction, une intensité et une direction orientée comme ceci. Donc les vecteurs champ magnétique sortent du pôle nord et rentrent dans le pôle sud. Ces lignes de champ sont faciles à visualiser. Vous prenez une feuille ou un carton sur lequel vous déposez de la limaille de fer, donc des pailles de fer, et en dessous du carton, vous placez un aimant. Les pailles de fer sont attirées par le champ magnétique et s'alignent sur les lignes de champ, et sur la feuille, les pailles de fer, l'émail de fer va prendre la forme de ces lignes de champ. C'est très net. Une autre manière de créer un champ magnétique, c'est d'utiliser une particule chargée électriquement, en mouvement. En fait, toute particule en mouvement, particule chargée électriquement en mouvement, correspond à un courant, comme le courant qui passe dans un fil électrique, par exemple. Et une charge en mouvement crée un champ magnétique. Par exemple, les électrons et les protons dans le plasma du Soleil sont en mouvement et donc créent un champ magnétique. Prendre un premier exemple. Si on a un courant donné par un flux de particules chargées électriquement, on va, disons, diriger vers le haut. On va alors avoir des boucles de champ magnétique autour de ce courant, de ce fil, par exemple, du fil électrique, les boucles de champ magnétique qui forment des cercles autour du fil. Bien sûr, ces cercles se répètent à tous les étages, et plutôt des cylindres. Et si le courant électrique forme une boucle, donc une boucle de courant électrique, à ce moment-là, le champ magnétique
prend cette forme-là, il forme des boucles qui sortent d'un côté et qui rentrent d'un côté de la boucle et qui rentrent par en dessous de la boucle. Et on voit d'ailleurs que ceci est analogue au champ magnétique d'un aimant. Et on retrouve facilement cette forme-là à partir de celle-là. Il est donc très facile de créer des champs magnétiques, mais les champs magnétiques ont aussi un effet sur les charges électriques. Si une charge électrique est en mouvement dans un champ magnétique, elle subit une force qui la dévie, et cette force est perpendiculaire au champ magnétique et perpendiculaire à la vitesse. Donc si la particule se déplace comme ceci, avec un champ magnétique comme ceci, elle va subir une force perpendiculaire au champ magnétique et à la vitesse. Ça a pour conséquence que si on a une ligne de champ magnétique et une particule chargée qui se propage près de la ligne de champ, celle-ci va être déviée et va parcourir une hélice autour de la ligne de champ magnétique. Notons que ce champ magnétique, cette spirale, c'est exactement ce qui se produit autour de la Terre quand les particules chargées du vent solaire touchent le champ magnétique terrestre, qui a globalement cet aspect-là, ceci étant la Terre, les particules spirales autour du champ magnétique, ce qui leur évite de rentrer sur Terre. Elles peuvent rentrer plus profondément au niveau des pôles, à moins qu'elles soient réfléchies dû à la concentration des lignes de champ magnétique. Elles peuvent être réfléchies. Si elles sont assez énergétiques, elles peuvent pénétrer plus profondément, toucher l'atmosphère, et c'est ce qui provoque les aurores polaires. Qu'en est-il du Soleil? Mais dans le Soleil, il y a beaucoup de mouvements. Dans la zone convective, on a des boucles de mouvements de plasma, de particules chargées, qui vont donc créer des champs magnétiques. De plus, le Soleil est en rotation. Donc, la structure du champ magnétique est assez complexe, dû à des mouvements de convection plus le mouvement de rotation. Mais globalement, à cause de la rotation globale du Soleil, globalement, on a un champ magnétique qui va avoir tendance à s'orienter selon les pôles sud et nord du Soleil. Notons qu'un tel champ magnétique ne devrait pas subsister. Parce que d'une part, il y a un équilibre entre le champ magnétique créé par le mouvement et d'autre part, le champ magnétique qui agit sur les charges. Or, il se fait, c'est une loi dans l'électromagnétisme appelée loi de Lenz, il se fait que le mouvement des charges électriques tend à s'opposer, donc le mouvement là, va créer un champ magnétique qui tend à s'opposer au champ magnétique qui lui a donné naissance. C'est la loi de Lenz. Et donc, ça a tendance à amortir le champ magnétique, et de plus, à cause de la dissipation, des frottements, etc., du fluide en mouvement, l'énergie est dissipée et le champ magnétique devrait s'éteindre et s'annuler. Mais ce n'est pas le cas, parce que le mouvement du fluide est alimenté par l'énergie qui vient du noyau, du cœur du Soleil, ce que nous avons vu. Et cette alimentation maintient les mouvements et donc maintient le champ magnétique. On parle de dynamo auto-entretenu. Sur Terre, le champ magnétique terrestre est produit par le noyau liquide au centre de la Terre. Donc au centre de la Terre, on a un manteau, une croûte bien sûr, sur laquelle nous sommes, un manteau qui est solide, puis un noyau liquide avec une graine solide. Le noyau est essentiellement composé de fer et de nickel, solide, fondu, et ce sont les mouvements dans ce fluide qui génèrent le champ magnétique. Dans le Soleil, ce n'est pas dans le cœur que le champ magnétique est produit, mais dans la zone convective.
Euh, Notons qu'il faut alimenter donc en énergie. On l'a dit, pour le soleil, c'est le cœur. Le cœur du soleil qui alimente en énergie la convection et donc maintient le dynamo. Sur Terre, c'est le refroidissement du noyau terrestre. La graine solide se cristallise et grossit petit à petit au cours des millions d'années, et la chaleur ainsi dissipée alimente la convection dans le noyau liquide de la Terre. Dans quelques milliards d'années, le noyau terrestre sera entièrement solidifié et le champ magnétique terrestre disparaîtra. Un autre phénomène maintient aussi le champ magnétique solaire, c'est la différence entre les protons et les électrons. Parce que le plasma, il est composé de particules chargées. Et les particules chargées en mouvement créent des champs magnétiques, c'est très bien, mais les électrons et les protons ont des charges opposées. Et à grande échelle, le plasma est électriquement neutre, parce que les charges opposées s'attirent, les charges de même signe se repoussent. Donc le fluide a tendance à rester homogène. Et comme les charges électriques des électrons et des protons sont opposées, elles créent des champs magnétiques opposés. Oui, mais il se fait que les électrons sont beaucoup plus légers que les protons. Plus de 1000 fois plus légers, 1000 fois plus légers environ. Et donc, dans les mouvements de convection, ici, les électrons bougent très légers, bougent beaucoup plus facilement que les protons. Ce sont donc essentiellement les électrons qui produisent, les électrons libres dans le plasma, qui produisent le champ magnétique du Soleil. Notons que calculer ou modéliser ce champ magnétique n'est pas facile. Déjà sur Terre, avec son noyau liquide, en mouvement, plus ou moins turbulent aussi d'ailleurs, c'est déjà pas facile. Et pourtant, c'est quand même une zone concentrée au centre de la Terre. Ici, c'est toute une épaisse couche extérieure, ce qui donne une géométrie plus complexe, avec des mouvements de convection, avec la rotation du Soleil. C'est extrêmement compliqué. De plus, cette rotation n'est pas uniforme, elle est différentielle. Le pôle tourne sur lui-même en 27 jours, alors que l'équateur, en 28 jours, pardon, fait un tour sur lui-même en 28 jours terrestres, alors que l'équateur fait un tour sur lui-même en 27 jours terrestres. Donc, l'équateur tourne un peu plus vite, ce qui complique évidemment les équations. Enfin, à cause de ces phénomènes, les lignes de champ et le plasma sont verrouillés l'un à l'autre. On en a déjà parlé. Avec la rotation du Soleil, les lignes de champ magnétique se torsadent, puis après elles se brisent et se reconnectent. La structure du champ magnétique solaire est donc extrêmement compliquée. Il a un cycle de 11 ans, avec des périodes où le champ magnétique est loin de ressembler à celui d'un barreau aimanté, avec de nombreux pôles au niveau des taches solaires très très complexes. Alors comment fait-on pour modéliser ça? On peut faire des modèles physiques en laboratoire. On prend un fluide chargé électriquement ou un métal liquide, on le met en rotation et on voit ce qui se passe. Alors, ce genre de modèle marche plus ou moins bien pour le cas terrestre, pour simuler le champ magnétique terrestre, c'est quand même pas facile. En particulier, parce que la géométrie est très différente. Sur Terre, dans un laboratoire, la gravité agit vers le bas, alors que dans le Soleil, la gravité agit vers le centre. De même, au cœur de la Terre. Donc, la structure et les mouvements des fluides sont assez différents. C'est très difficile à faire un modèle réaliste. Le modèle est plutôt cylindrique plutôt que sphérique. C'est très compliqué. Malgré tout, on est arrivé à faire des modèles plus ou moins satisfaisants pour la Terre. Pour le Soleil, c'est quasiment hors de question. Il reste donc les simulations numériques. Mais les équations sont très complexes. Et on ne peut pas se contenter d'un calcul global. Il faut tenir compte des mouvements des fluides, il faut donc de la mécanique des fluides, il faut la physique des plasmas,
il faut la théorie du champ électromagnétique, c'est très très compliqué. Il faut donc des puissances de calcul considérables. Toutefois, la puissance des ordinateurs a augmenté, elle est devenue conséquente. On a des machines capables de faire 1000 milliards d'opérations par seconde, des supercalculateurs. Et sur ce genre de calculateur extrêmement puissant, on arrive à modéliser de manière satisfaisante des phénomènes aussi complexes. Voilà pour le champ magnétique du Soleil. Comme vous voyez, ça c'est très compliqué. Mais les principes sont simples, mais le calcul final est très complexe. Alors, nous en avons fini ici avec le fonctionnement de l'étoile. Pour les grands principes du fonctionnement d'une étoile. Ce qu'on a vu, on a pris le Soleil comme modèle, se généralise aux autres étoiles, avec juste des différences de taille, des choses de ce genre. La prochaine question qu'on peut se poser, c'est comment naissent les étoiles? Comment est-ce qu'elles apparaissent? Et ça, c'est ce que nous explorerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.